Si vous nous découvrez, eh ben salut. Si on fait partie de vos habitudes, eh ben c'est tant mieux. Alexis Delancer en compagnie de Marie-Pierre et Jeff, salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce qui te fait rire, Jeff? Ah, j'ai juste trouvé ça drôle là, maintenant que t'as lancé ça. Ouais? C'était cool. OK, parfait. C'est approuvé par Jeff. Phew. OK, alors, tant Moi, de choses... tu me dis pas salut? Je t'ai dit salut. Non. Oui? Il m'a dit salut. OK. Je t'écoutais pas. Tu m'écoutais pas, ça Allô, part bien le Alexis. balado, salut. Oui. Nicolas non plus m'écoutait pas, mais c'est normal, il est pas là. On va évidemment pleurer son absence. Mais on le Il va nous retrouve. manquer. Il va nous manquer. Il nous manque déjà. Ses petits sourires sarcastiques, ses commentaires incisifs. Ouais. C'est toujours le premier à dire, genre, t'es-tu certain de ce que t'avances? Puis, dans une émission comme Les Décrypteurs, c'est utile. Fait que c'est tout le temps des bons commentaires, Nicolas. Ben oui, c'est l'éternel MVP de l'équipe. Aujourd'hui, Jeff, de quoi tu nous parles? Je vais parler, entre autres, d'un nouveau documentaire sur les dessous d'Amazon. OK. Oui, puis des dessous assez... Comment les Rocambolesque. Rocambolesque, rocambolesque. Marie-Pierre. De punaise de lit, OK. une arme de désinformation massive. Et puis les éphémérides de la semaine, ben il y a un an tout juste, un certain Elon Musk achetait Twitter. Le reste, ben on sait ce que ça a donné. Mais avant toute chose, Marie-Pierre et Jeff, c'est encore une fois un incontournable. Israël-Hamas, le conflit qui perdure et les décès qui se multiplient, tout comme la désinformation, le chaos informationnel. Ouais, je pense que l'histoire qui a plus fait jaser cette semaine, c'est cette histoire de Yocheved Lifshitz, donc une des otages qui avait été pris, qui avait été kidnappée par le Hamas, qui a été libérée cette semaine. Une dame de 85 ans qui a été là, en captivité pendant 17 jours. À sa sortie de l'hôpital, elle a donné une conférence de presse d'une 20aine de minutes. Et là, elle a dit que... en fait, ses ravisseurs étaient quand même relativement gentils avec elle, qui lui ont donné des soins de santé, qu'il y avait des bonnes conditions hygiéniques, qu'ils partageaient la nourriture avec leurs ravisseurs. Dans le fond, le portrait qu'elle brossait était relativement bien traité. Et là, ça a vraiment enflammé les réseaux sociaux. Il y a des gens qui partageaient ces clips-là en disant « Regardez, les médias vous mentent. Ils disent que le Hamas, ce sont des gros méchants et en fait, regardez comment ils traitent leurs otages. » J'ai vu des tweets complètement absurdes où on partage un clip de nouvelles de Sky News de cette conférence de presse-là et c'est juste écrit « Les médias n'en parleront jamais ». C'est un clip de Sky News. Voyons donc. Ah oui, ça, c'est un classique. Hein. Comme j'ai écrit sur Twitter, c'est la dissonance cognitive nécessaire pour écrire un tweet de même. Je veux dire, le logo de Sky News est là. Tous les médias du monde en ont parlé de cette histoire-là. Mais quand tu veux pas le voir, c'est ce qui arrive. Ben oui. Donc, l'enjeu ici, c'est qu'on disait, bon, il y a un tweet classique qu'on a vu là-dessus, c'est, bon, elle dit qu'elle a été bien traitée, puis là, ça dit, regardez comment CNN ont traité l'histoire, puis là, le grand titre, c'est « J'ai vécu l'enfer ». Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la conférence de presse a duré 20 minutes. Oui, elle a dit qu'elle a été relativement bien traitée par ses ravisseurs alors qu'elle était en captivité, mais dans les minutes avant qu'elle dise ça, elle a qualifié de ce qui s'est passé dans son village de tragédie. Elle a raconté avoir été battue carrément par ses ravisseurs. C'est une dame de 85 ans. Là. C'est important de le rappeler. Oui. Elle dit qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé, qu'elle a vécu... Elle a dit, c'était ses propres mots, là, ce qu'elle a vécu, c'était un enfer. Donc, c'est quand même facile d'isoler une part ou l'autre, puis brosser un portrait complètement opposé. Là. Donc, on peut facilement prendre juste le début de la conférence de presse puis dire, regardez, c'était un enfer total ce qu'elle a vécu. On peut juste prendre la deuxième moitié de la conférence de presse puis dire, regardez, c'était comme des vacances, là, qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc, en fonction des convictions des uns et des autres, c'est un peu ça qu'on fait. C'est du cherry picking. Donc, puis on utilise ça un peu pour dire que les médias ont menti. La plupart des médias ont
essayer de faire quelque chose d'assez balancé. Donc, à Radio-Canada, oui, c'était écrit. J'ai vécu le titre, c'était quelque chose comme elle raconte avoir vécu un enfer, mais ensuite avoir été bien traitée par ses ravisseurs, quelque chose comme ça. Donc, la plupart des médias ont quand même fait un traitement là, équilibré, assez équilibré de ça. J'en ai vu certains traitements qui... Par exemple, le New York Times, il fallait lire jusqu'au 8e paragraphe avant qu'on apprenne qu'elle a été quand même bien traitée par ses kidnappeurs. Donc, oui, il y aurait peut-être un travail d'équitabilité du propos, mais c'est selon la vision, j'imagine, des choses. Il y a probablement des gens qui se disent, même si elle a été bien traitée, elle a 85 ans, elle a passé 17 jours en captivité, elle a été battue. Je veux dire, si votre grand-mère ou quelqu'un de votre famille était kidnappé à cet âge-là, même si elle était bien traitée, est-ce que vous verrez ça d'une façon positive? Question se pose quand même, là. Donc, c'est vraiment... ça a causé vraiment beaucoup de discussions, ça, c'est certain. Mais on a peut-être chacun nos petits filtres personnels aussi quand on lit des choses comme ça, qui fait qu'on va retenir personnellement plus. Moi, j'avais beaucoup l'impression, effectivement, que l'accent avait été mis sur le fait qu'elle avait été bien traitée par ses ravisseurs. Maintenant, est-ce que c'est parce que moi, en lisant ça, j'ai fait « Ah ben, ouf, au moins ça ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi. Non, c'est vrai, puis ça dépend aussi comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient peut-être surpris qu'elle ait été bien traitée quand même. Donc on a tendance à retenir ça. Tu retiens l'information qui ressort de l'ordinaire. Tu sais, quelqu'un qui dit c'était horrible d'être kidnappé, on sait que c'est horrible d'être kidnappé. Donc c'est ça. Il y a une sélection qui se fait quand on consomme de l'information, peut-être. Il faut rester vigilant. Puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, Jeff, évidemment. Ça continue, l'espèce de... Il y a notre ami de la BBC qui continue à faire 12 000 fact-checks par jour. Ouais, c'est Cheyenne, c'est incroyable. Le flot n'est pas en train de se tarir, mais loin de là. Non, puis il y a même l'histoire dont on parlait la semaine dernière sur l'hôpital à Gaza. C'est toujours pas réglé. On sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est normal un peu que ce soit pas réglé. Il y a le New York Times, donc ils ont une unité d'investigation visuelle qui a examiné les vidéos mises de l'avant par Israël, où, Israël disait que c'était un missile palestinien qui avait fait défaut puis qui était tombé sur l'hôpital. Eux, selon leur enquête, ça tient pas debout. Donc, le missile aurait été lancé depuis Israël. Puis aussi, le missile serait tombé des airs à plus de 2 miles, donc je sais pas ça fait combien de kilomètres, 5 kilomètres de l'hôpital. Donc, selon eux, là, l'explication d'Israël, en tout cas, par rapport à cette vidéo-là, ça tient pas la route. Israël et les États-Unis disent non, votre analyse n'est pas bonne, notre analyse, elle est bonne. Mais il faut préciser là, que le New York Times dit on ne sait toujours pas ce qui s'est produit à l'hôpital. C'est ça. La valse des supputations et des hypothèses se poursuit. Les experts un peu partout qui se contredisent. Bon, on va laisser la valse des supputations et des hypothèses se poursuivre en attendant qu'on ait les faits réels et validés par les expertises de circonstances. Marie-Pierre, as-tu des punaises à la maison ou quoi? Non, j'ai pas de punaises, mais... on entend beaucoup parler de punaises, comme quoi il y aurait une recrudescence de punaises de lit en France. Ça a l'air d'être là l'épicentre. Je ne sais pas si c'est parvenu à vos oreilles. Il me semble qu'on ne parle que de ça. Il y a une médiatisation, certains diront abusive, de toute cette histoire-là. Oui, puis là, on en vient même à se demander est-ce qu'il y a vraiment une épidémie de punaises de lit? En tout cas, chose certaine, il y a eu des faux articles qui ont circulé et qui ont très certainement contribué à cette panique-là. Des faux articles. Des faux comme articles. Dans faux, là. Comme dans faux, qui établissaient un lien entre l'afflux de réfugiés ukrainiens et l'épidémie de punaises en France. Ben oui. Et puis ça, cet article-là, entre guillemets, a beaucoup circulé, puis les propos, alors qu'il n'y a pas de propos, il n'y a pas d'article, mais les propos repris par toutes sortes de personnes. Puis il y en a au moins un autre aussi, cette fois-là, c'est un article de La Montagne. Plus récemment, on l'a vu sortir, celui-là. Encore une fois, il y avait un lien non pas entre les immigrants ukrainiens, mais entre les sanctions économiques prises contre la Russie après son invasion de l'Ukraine.
J'essaie de résumer, là, mais c'est qu'il y aurait il y a plusieurs variations sur le même thème. Mais la toute première, ce serait comme quoi un des produits chimiques importants qui entrent dans la composition des antiparasitaires contre les punaises de lit, ne pouvait plus être importé à cause des sanctions économiques. Il aurait été remplacé par un autre produit dont les punaises se régalent. Alors, elles en mangent avec enthousiasme et se reproduisent. Et, bon, il est clair que c'est un faux article. Ça a été établi, même s'il continue à être beaucoup repris. La police de caractère est légèrement différente, notamment. Et puis, bref, je disais qu'il y a beaucoup de variations. Là, à un moment donné, dans une version, les propos qui circulaient sur les réseaux sociaux qui faisaient allusion à cet article-là parlaient plutôt d'un produit qui est utilisé pour traiter les meubles de bois et qui, encore une fois, ne pourrait plus être utilisé pour traiter les meubles de bois. Et là, les punaises proliféreraient dans le bois qui est vendu. Bref, c'est un peu n'importe quoi et c'est pas la première fois que ça arrive. Pas nécessairement avec des articles centrés autour des punaises, mais il y a eu des exemples, entre autres, de vidéos. Une vidéo qui aurait été publié par Le Figaro et où on voyait une boutique Chanel avec un logo pro-Hitler. Vraiment toutes sortes d'affaires. Une vidéo d'Al Jazeera sur la soi-disant arrestation d'Ukrainiens pro-nazis pendant la Coupe du monde au Qatar. Mais bref, voyez-vous un dénominateur commun ici, là, dans tout ça? Bien sûr. Petite idée, oui, mais oui. Mais c'est ça, c'est que ces informations-là, ces faux articles-là auraient commencé à circuler sur des réseaux pro-russes. Et là, c'est à se demander si tout ça n'est pas orchestré, ou en tout cas, à tout le moins, il y a très certainement eu une amplification de peut-être quelque chose de réel, là. Il y en a des punaises à Paris. En France, on n'est pas en train de dire le contraire, mais peut-être... Une récupération d'un fait avéré pour la promotion de certains intérêts, dans ce cas-ci, ceux de la Russie. C'est ce qu'on pourrait être en train de constater ça, là. Oui, puis il y a plusieurs exterminateurs qui ont été interviewés, notamment par l'agence France Presse, et qui sont très sollicités ces jours-ci pour exterminer, évidemment, mais aussi pour essayer de démêler tout ça. Et puis, il semble qu'il n'y a pas eu d'augmentation soudaine et inhabituelle de punaises, là. Il y a un expert qui parlait, oui, d'une augmentation, mais qui est constante et progressive, qui dure depuis des années. L'automne, ce serait la grosse saison, et ce, depuis toujours. Puis, il y a même un peu débunké. Comment? Débunker, je suis tannée. Il n'y a pas d'équivalent en français. Démentir, oui. Il y a démenti. Déboulonner. On aime ça. Décrypter. Déboulonner la femme. Décrypter. On va chercher loin, mais... Il a décrypté la fameuse histoire là, des traitements sur les meubles de bois. Parce que là, les punaises, ne font pas leur nid dans le bois, ne mangent pas de bois. Elles ont pas tant... Oui, elles peuvent se retrouver là, dans les interstices d'un meuble en bois, mais il n'y a pas tant d'intérêt à faire des soi-disant traitements préventifs là, sur tous les meubles de bois, comme on le prétendait dans l'article. Bref, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que les punaises sont un filon drôlement intéressant pour jouer sur la peur. Exactement. Qui est depuis toujours un moteur de désinformation tellement efficace, là. Puis on se demande si ça n'a peut-être pas un lien avec le fait qu'il va y avoir des Jeux olympiques. C'est sûr, à cet Paris été. l'été prochain. C'est sûr que quand il y a un thème qui fait réagir, quand il y a une date dans un calendrier comme ça peut être propice pour certains là, de saisir l'occasion puis de propager ce genre de contenu faux, finalement. Oui, c'est drôle parce qu'on dit souvent que quand il y a des campagnes d'ingérence politique, puis il y en a eu dans le passé par la Russie, par d'autres pays, on va souvent jouer soit sur des clivages sociaux existants ou des crises qui sont existantes. Donc, on prend une parcelle de vérité puis on joue avec ça en l'amplifiant. Dans ce cas-là, les punaises de lit, c'est vrai. Ben oui, elle existe. C'est drôle parce que on va littéralement chercher des bébites dans la société qu'on vise puis on l'amplifie. Puis dans ce cas-ci, il y en a des punaises de lit en France, là, comme partout. Puis on peut-être, potentiellement, agrandit ça, là, plus grand que nature. Puis là, ce dont nous parle Marie-Pierre, c'est pas nécessairement les contenus les plus viraux là, de la semaine, là, mais c'est pas grave, c'est pas nécessairement... Le but recherché peut être quand même atteint, là. Tu sais,
très franchement, je passe pas beaucoup de temps à lire des médias français. En tout cas, par rapport à ce qui se passe en France, je veux dire, j'ai déjà assez de nouvelles à lire dans une journée. Ouais. Moi, l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait une crise de punaise de lit à Paris. Là. Je veux dire, c'est ça qui a filtré à travers les réseaux sociaux. J'avoue, je me suis pas attardé à toutes ces publications-là qui parlaient de crise de punaise de lit, puis ça me semblait plausible. Peut-être que je me suis fait avoir, en fait, par cette campagne potentiel d'ingérence. En tout cas, ça marche parce que sur TikTok, le nombre de vidéos, justement, où des gens se filment en refusant de s'asseoir dans le métro ou documenter. Il y a vraiment un emballement. Puis même, à un moment donné, quand on s'y attarde un peu, il y a de véritables articles, de véritables médias. Ça. Mais quand on creuse, on se rend compte que tout ce que les articles nous révèlent, les articles portent sur la panique. Donc, l'emballement s'auto-entretient en quelque sorte. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est pas le premier cas du genre, comme on le soulignait. Il y en aura d'autres comme ça, où on surfe sur une vague, sur une panique, sur un événement, puis ben, ça donne ce que ça donne. On y vient, Jeff, à ton histoire rocambolesque. Oui. Amazon? Oui, c'est un nouveau documentaire qui a été publié la semaine dernière par Channel 4, donc britannique, là. Une station de télévision au Royaume-Uni. Pour l'écouter, il faut habiter en Grande-Bretagne ou utiliser un VPN. Je ne veux pas encourager de comportement illicite, mais bon, j'ai réussi à l'écouter. On dirait pas comment. Mais en fait, c'est un documentaire qui met en vedette Ubah Butler, qui est un... Comment que je le décrirais? Le gars de Vice, là? Ouais, c'est comme un genre de farceur, un peu charlatan professionnel. Le gars crée des canulars. Ah, c'est le gars du faux restaurant. C'est ça, le gars, il y a quelques années pour Vice, il avait créé un faux restaurant dans son garage. Puis là, qui est devenu numéro 1 sur TripAdvisor. Il a réussi à manipuler les critiques. Puis là, il s'était retrouvé à être le restaurant le mieux coté de Londres. C'était son garage, là. Il avait fait d'autres choses. Il avait réussi à infiltrer Paris Fashion Week, donc la semaine de la mode à Paris. Il portait du linge de l'équivalent britannique du Dollarama. Puis là, il a réussi à se faire passer pour une icône de la mode. Oui. Il avait été interviewé par des blogs de mode. Bref. Mais il y a une utilité à ça. Ben c'est ça, tu sais, on ne tripe pas trop sur les canulars au décrypteur. Oui, mais ça me d'habitude, t'aimes pas ça, mais celui-là, ça passe. C'est que c'est souvent pour mettre le doigt sur quelque chose, démontrer une faille dans le système, puis montrer un peu, c'est beaucoup sur démontrer les failles des réseaux sociaux. Puis il y a tout le temps une réflexion derrière ça. Puis bon, sa dernière cible, c'est Amazon, le géant qu'on connaît tous. Donc, il organise dans son documentaire d'une 50aine de minutes une série de farces sur Amazon. Donc, celle qui fait jaser que à peu près tous les médias ont parlé de ça, c'est les fameux... Il a réussi à vendre des bouteilles d'urine de chauffeurs d'Amazon sur Amazon. Ouais, donc... En gros, OK, là, vas-y par étapes. Là, le canular, on est dans l'urine. C'est qu'en gros, ça a été reporté par plusieurs médias. Les chauffeurs d'Amazon sont très surveillés. Ils n'ont pas le temps d'aller à la salle de bain. Puis il y en a beaucoup qui urinent dans des bouteilles dans leur camion. Puis là, lui, il se rend compte que le long d'une autoroute qui mène à un entrepôt d'Amazon, il y a plein de bouteilles d'urine. Donc, il les prend, il les market puis il les met à vendre sur Amazon. Comme si c'était une boisson énergisante. Puis là, il demande à des amis d'en acheter. Puis là, ça se retrouve... Attends, est-ce qu'il fait croire que c'est une boisson énergisante? Oui. OK. Il dit pas que c'est du pipi, là. Non, il dit pas que c'est du pipi, mais les ingrédients, c'est en effet les substances qu'on retrouve dans de l'urine. Bref, il réussit il mobilise ses amis pour en acheter, passer des commandes. Puis là, ça se retrouve numéro 1 dans la section des boissons énergisantes au citron. Puis là, un peu sa morale, c'est que Amazon ne surveille pas qu'est-ce qui est en vente. Puis bon, il n'y en a pas vraiment vendu au public, là. Mais le point de démontrer comment c'est facile de complètement abuser de l'algorithme d'Amazon puis de faire suggérer des produits qui sont potentiellement dangereux. Donc, il fait d'autres farces comme ça dans le documentaire. Il coach ses nièces de 6 et 4 ans pour qu'ils utilisent Alexa pour commander des choses dangereuses comme des couteaux puis des poisons à rats. Ça marche? Oui, puis il n'y a aucune vérification sur leur identité ou leur âge, puis c'est même livré à la maison sans vérification, ce qui est illégal pas très rassurant, au Royaume-Uni. Bon, donc, c'est des stunts. Celle de l'urine a beaucoup fait jaser. Là. C'est comme le grand titre de tout le monde qui parle de ce documentaire-là. Je pense que le but, c'était d'attirer l'attention, puis c'est le tour est joué. Je trouvais ça... peut-être un peu niaiseux parce que il n'y en a pas vraiment vendu de l'urine. Là. Je veux dire, il y a juste
demander à ses amis de commander un produit qui n'existe pas. oui. Mais bref, regardez, si ça attire l'attention sur... Mais il me semble que la farce aurait été meilleure s'il avait vraiment dit que c'était de l'urine. Là, je veux dire, allô, je vends une boisson énergisante. C'est la de bouteille, l'urine, mais... la bouteille est en forme d'une partie de l'anatomie masculine, est jaune. En tout cas, c'est pas écrit que c'est de l'urine. Mais bref. Mais Amazon, dans tout ça, n'a pas réagi à un moment donné. Ben, c'est ça, ils disent que c'est très important pour eux, la sécurité, puis bon, que ils prennent ça extrêmement au sérieux, puis que c'était un cas isolé, etc. Mais le bout du documentaire que je trouve le plus intéressant, en fait, c'est le moins spectaculaire. Puis c'est au début du documentaire, il réussit à se faire engager pour aller travailler dans un centre de tri d'Amazon, puis il y a des lunettes qui contiennent une caméra cachée, puis c'est quand même assez frappant. Ça a l'air d'une prison. Il rentre là, il y a un poste de sécurité, il doit passer des détecteurs de métal en entrant et en sortant de chaque shift. Il y a des caméras partout, il y a des gardes de sécurité, des clôtures. On dirait une prison. Puis au début de son shift, il va dans le fumoir. Puis c'est littéralement une cage. On dirait un film de prison. Puis là, il parle à d'autres employés qui sont là. Puis il dit, c'est mon premier jour de travail. T'as-tu des conseils? Puis le gars est comme, fais pas chier la mauvaise personne, puis mets toutes tes affaires, ça va bien aller. Genre, on dirait un film de prison, tu sais. Ouais. Puis, ce qui est le plus frappant là-dedans, c'est que il se rend compte un moment donné que il y a 100 personnes qui commencent à travailler ce jour-là. Puis là, il est comme, pourquoi il y a autant de nouveaux employés? Puis il y a quelqu'un qui explique, c'est parce qu'on essaie de se syndiquer, puis ils ont besoin de 50% des votes pour que ça passe. Fait qu'Amazon engage plein de gens pour diluer le vote. Puis finalement, tu apprends que ça a fonctionné. Ils n'ont pas pu se syndiquer. Donc, c'est pas ça qui va aller accaparer l'attention, mais je pense que c'est pas mal ce qui est plus... ce qui est vraiment le plus pertinent, le plus croustillant dans ce documentaire-là. Tu sais, ils montrent les conditions de travail là-dedans. Les gens peuvent pas s'asseoir. Ils travaillent dans des pièces qui sont hyper chaudes, puis il y a un ventilateur qui fonctionne pas. Tu sais, plein de choses qui sont quand même... Puis aussi, les chauffeurs qui doivent déjeuner dans des bouteilles. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que ces conditions de travail-là, ce qu'on dénonce, que Amazon nie là, en passant, là, ils disent que c'était pas pour briser le syndicat qui ont engagé des gens, puis que les conditions de travail sont bonnes, puis les gens peuvent prendre des pauses. Mais ce qu'on dénonce, si tu retournais dans le temps, au 19e siècle, puis t'expliquais ça à un travailleur des années 1800, il comprendrait. Essayer de briser des syndicats, des conditions de travail super longues, les moindres gestes qui sont surveillés. Je veux dire, Amazon s'est souvent présenté comme une compagnie de la haute technologie. C'est un des A dans GAFA, mais quand t'enlèves la couche de peinture, c'est des gens qui travaillent dans des entrepôts quand même, puis il y a des allégations quand même assez sérieuses, puis c'est pas la première fois qu'on en fait, là, sur les conditions de travail des gens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que c'est présenté comme un géant de la haute technologie, mais quand tu regardes en bas de ça, comment ça fonctionne? C'est moins joli, puis ça va peut-être finalement, à un moment donné, jouer dans la tête des gens qui se tournent vers Amazon au quotidien, par millions, un peu partout dans le monde. Ça, le documentaire se termine sur une note un peu philosophique où il fait jouer plein de clips de représentants d'Amazon qui disent, on n'a pas vraiment de compétiteurs, donc on se bat pas contre des compétiteurs. Nous, pourquoi on se bat, c'est satisfaire le client, c'est satisfaire vous. Puis là, il regarde la caméra et il dit, si vous êtes client d'Amazon, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous venez de voir? Donc, bang! Et voilà les dents. C'est quand même, c'est ça. Oui. Le ton est un peu niaiseux, je dirais. Là. J'ai vu une critique dire qu'on dirait une vidéo YouTube. Ça a le ton puis l'irrévérence d'une vidéo YouTube. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi. C'est ça, si ça prend ça pour attirer l'attention du grand public, si ça prend du pipi vendu en ligne, même si finalement je trouve qu'il y a tellement plus éloquent que ça dans ce que tu viens de raconter. Non, c'est ça. Bon, on est à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que Uba Butler a bien compris la game, c'est d'aller accaparer l'attention. C'est ça. Il veut attirer l'attention sur un problème, sur les allégations des conditions de travail chez Amazon. Je pense que le pari est réussi parce que vraiment beaucoup de gens ont parlé de ce documentaire-là. Donc, et moi en étant un. Toi en étant un. Donc, au balado des décrypteurs, on en a parlé. Donc, pour le voir, ça va être peut-être un peu long avant que les gens puissent le faire. Donc... J'imagine peut-être qu'il va être publié sur YouTube un jour. J'imagine. On l'espère bien. Il faut quand même parler du fait que cette semaine, ça fait 1 an
que Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, s'est porté acquéreur de Twitter. Désormais X, que personne n'appelle X. 44 milliards de dollars, hein? C'est la somme qu'il avait payée, chèrement payée pour un réseau dont la valeur était moindre, selon tous les spécialistes à l'époque. D'autres chiffres, là, cette semaine, puisque ça fait 1 an. En 1 an, 13% moins d'utilisateurs. Moins de 1% qui ont adhéré à la formule premium, tant vantée par Elon Musk. Les 5 annonceurs les plus importants de la plateforme, leurs dépenses ont baissé de 67%, quand même, en espace publicitaire acheté à Twitter, et une dette astronomique qui s'accumule. Le seul chiffre positif, c'est que le nombre d'abonnés d'Elon Musk à son compte, à lui, a monté en flèche de 96%. C'est drôle parce que ce matin, j'ai ouvert Twitter, je pouvais plus voir les retweets. Il y avait quelque chose de brisé dans le site. Là. Je pouvais juste C'est pas voir. la seule chose de brisé, hein, Jeff, quand même, dans cette histoire-là. Je veux dire, tu lis des articles de médias économiques sur Twitter, puis là, ça a l'air que les banques qui ont prêté l'argent à Elon Musk pour qu'il puisse acheter Twitter essayent de vendre la dette à des prix de fou. Là. C'est rendu à une fraction. Donc, $1 de dette, ils voudraient vendre ça à 65 cents ou 60 cents. Puis, ils n'arrivent même pas à vendre la dette parce que il n'y a pas d'acheteurs qui sont prêts à dire « OK, oui, avec confiance, je vais acheter la dette de Twitter parce que je sais que je vais être remboursé. » Donc, ça montre, en tout cas, la confiance du système financier envers la performance de Twitter, c'est très parlant. Personne ne veut acheter cette dette-là. Il faut dire que ça n'a jamais été non plus une entreprise hyper profitable. Il y avait beaucoup de capital de risque. On promettait comme un avenir toujours meilleur. Il y a eu 5 CEO différents qui se sont succédés. Mais en bout de ligne, tu sais, quand ils ont essayé d'acheter Instagram, ça aurait pu être un point tournant. Que Twitter achète Instagram, finalement, c'est Zuckerberg qui a mis la main dessus. Mais il n'y a pas grand-chose, à part le buzz que ça a créé, qui a marché. Non, mais c'est ça. C'est malgré tout ça. Mais c'est le malgré tout qui est incroyable, Jeff. Parce que Twitter, c'est un réseau social qui est quand même relativement marginal quand on regarde les autres réseaux sociaux où il n'y a personne là-dessus. Il y a 300 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Mais c'est ça, Facebook en a 2 milliards. Mais malgré ça, ça a une place importante dans la discussion web. publique, dans la culture web. Là, je me demande, est-ce que c'est en train de s'effriter? Là? Parce que ça reste anecdotique, mais il y a pas mal de gens qui disent... That's it, je quitte Twitter. Donc. Mais Elon Musk, est-ce qu'il continue à dire que tout va bien? Ou... Oh, oui, il sort des métriques en disant le nombre de secondes d'utilisateurs, en tout cas des métriques que personne n'a jamais entendu parler, selon lui, ça augmente. Ouais. Sa réalité parallèle va très bien. Ben, c'est que j'ai juste... C'est bien dit, ça. Hey, question quiz. Oui. Le premier utilisateur ou utilisatrice à avoir atteint le plateau d'1 million de followers. Justin Bieber? Je sais pas. Son prénom, Ashton. Ashton Kutcher? Oui. Vous savez comment ça s'est fait? À l'époque, il a lancé sur Twitter un défi, tu sais, il a lancé le défi, en fait, à CNN. Moi, au CNN, qui va être le premier à atteindre ce plateau? Et là, CNN en a fait une nouvelle. On a fait un objet médiatique de ce concours-là que Ashton Kutcher a fini par gagner. Mais c'est un peu ça l'affaire. C'est que beaucoup de personnes, de personnalités publiques ont adhéré à tout ça. Ça a aidé à alimenter ce buzz, mais qui reposait sur, dans le fond, pas grand-chose peut-être. D'autres diront non, c'est pas vrai. Ça a une utilité sociale pour les mouvements sociaux dans des pays où la démocratie est pas trop présente. Bref, je pense qu'on n'a pas fini d'analyser le cas Twitter. Moi, je trouve ça malgré tout intéressant, malgré le foutoir total que c'est devenu. Pensez-vous qu'on en parle encore dans 1 an? Oui, fort probablement. T'sais, même des réseaux sociaux comme MySpace, quand c'est mort, c'est pas mort dans une semaine. Là. Ça a pris du temps à s'effriter. Ouais. Est-ce que Twitter est en train de mourir? Est-ce que X est en train de mourir? Je sais pas, mais disons que ça regarde mal. Ouais. Hein? Puis on va vers quoi si on quitte Twitter? Bonne question. Moi, Threads, je trouve ça quand même... c'est un espace plus agréable à fréquenter. Il y a plein de défauts, de pépins techniques, mais en termes de, si on veut, un fil de nouvelles intéressant à suivre, c'est encore moins toxique. Mais je veux dire, toute plateforme à grand déploiement va arriver au même problème. Dès que tu as des centaines de millions d'utilisateurs, il faut que tu mettes l'investissement pour être capable de modérer ça comme il faut. Puis là, quand tu modères, les gens sont pas contents, ils disent que c'est de la censure, etc. Peut-être que le modèle, c'est de plus avoir de grandes plateformes où toute la planète se connecte, puis qu'il y ait des plus petits sites web, des plus petits forums qui sont automodérés. Peut-être que
le modèle du web va changer. C'est ça. On a la fin, la phrase de fin du balado de notre philosophe. Donnez-moi pas le dernier La mot. prophétie du philosophe du web. Exactement. Hey, wow, je lève ma tasse à ça. Merci, les amis. Je vais Merci. me permettre un petit... petite parenthèse de promo et de promo croisée. Cette semaine a été mis en ligne la nouvelle mouture du robot conversationnel des décrypteurs. Chapeau à Daniel Blanchette-Pelletier qui a fait un travail titanesque pour ajouter de nouveaux ateliers à ce robot conversationnel en intégrant tout ce qu'on a fait aux décrypteurs sur l'intelligence artificielle, sur un tas de trucs, avec l'actualité de la désinfo qui s'est beaucoup bonifié à travers le temps. C'est un outil qui est très utilisé dans les écoles. Ouais. C'est par monsieur, madame, tout le monde, 7 à 77 ans. Appropriez-vous cet outil-là et partagez aussi l'idée de l'utiliser parce que vraiment, ça fait, je dis ça en toute objectivité et humilité, ça fait œuvre utile pour nous aider collectivement à combattre ça. On précise que c'est pas d'intelligence artificielle. C'est Non, un non, robot qui est scripté. C'est scripté, tout à fait. D'où le travail de Daniel, c'est ça. Exactement. Oui. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, j'en profite pour le faire, vous savez qu'un des corollaires de la désinformation, ben, c'est la polarisation. Qui en découle de plus en plus extrême, cette polarisation-là. Un petit mot pour vous dire que le balado, ça s'explique que j'ai le plaisir d'animer. Elle lance cette semaine son 1000e épisode. Wow. 1000e épisode de 45 minutes, un épisode fleuve qu'on consacre à la thématique de la polarisation que j'ai tenté d'explorer, d'expliquer, de comprendre en proposant aussi des pistes de solutions. Ça aussi, c'est en ligne avec, bien sûr, le balado que vous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous. Salutations à notre cher Nicolas. Merci, Jeff, Marie-Pierre. Ciao, ciao tout le monde, prenez soin de vous.